Bienvenue dans Héroïne africaine, le podcast qui fait résonner au-delà des frontières les voix de femmes qui apportent le changement dans le continent. Et dans cet épisode, on va parler de quelque chose de puissant et souvent invisible. On va parler d'intelligence collective. Alors, elle naît lorsque les esprits se rencontrent et se complètent. Et pour vous dire qu'il y a une étude qui a été faite sur 192 groupes qui sont formés de 2 à 5 personnes. Il y a des adultes, il y a des étudiants et qui ont été soumis à des tâches différentes, des puzzles, des négociations, des exercices de prise de décision. Et les chercheurs ont identifié que le facteur d'intelligence collective, il explique à peu près la moyenne de la variance de la performance entre les différents groupes. Et ce facteur, ils ont trouvé qu'il ne dépend pas que du QI individuel, mais surtout qu'il y avait une relation avec la diversité du groupe, avec la sensibilité sociale, avec le niveau de conscience individuelle et la distribution équilibrée de la parole au sein de ce groupe-là. Dans cet épisode, on a envie de nous interroger sur la question, à l'ère de l'intelligence artificielle et la multiplication de ces plateformes collaboratives, est-ce que la technologie nous connecte vraiment ou est-ce que c'est juste un bruit du digital? Donc, pour en parler, on a 2 femmes exceptionnelles, avec une vision affûtée, avec une magnifique énergie. Donc, à mes côtés, il y a Ameni Yehi, qui est la fondatrice de Steps. Et Steps, c'est une société de développement web, d'applicatifs et de data mining. Et vous êtes de plus en plus dans l'intelligence artificielle et l'intégration de l'IA dans vos solutions. Exactement. Et Binta Babassi, qui est la CEO de Debo Consulting, qui est experte genre et inclusion sociale, qui est basée en Bissau, mais qui intervient dans plusieurs pays dans le continent, en l'occurrence la Mauritanie et le Sénégal. Bienvenue à vous deux, mesdames. Merci Sahar. Bonjour Madame Binta, merci pour l'invitation. Bonjour Ameni, merci. Donc voilà, on va parler de la connexion des cerveaux, de leadership partagé, de technologie de rupture au service de l'intelligence collective. Et je vais, pour commencer, vous demander d'abord de vous présenter et présenter votre parcours. Alors, on commence avec vous, Binta. Bonjour, moi c'est Binta Babassi, je suis juriste de formation et spécialiste en genre et inclusion sociale. J'ai fondé Debo Consulting, qui est un cabinet qui travaille sur les questions de genre et d'inclusion sociale en Afrique de l'Ouest. Notre vision, c'est la transformation des normes sociales et l'autonomisation des femmes. Donc, après plus de 15 ans à œuvrer aux côtés de grandes institutions internationales, j'ai ressenti le besoin de créer une structure ancrée dans nos réalités, mais ouverte au monde, et combinant rigueur, innovation et impact. Aujourd'hui, nous travaillons en Mauritanie. Debo Consulting est une entreprise de droit mauritanien. Nous intervenons en Mauritanie, le Sénégal et les 2 Guinées francophones, la Guinée-Bissau et aussi la Guinée-Conakry. Donc, nous intégrons l'intelligence collective et l'intelligence artificielle au service du changement social. Un très beau parcours. Alors, moi, je suis Rihi Amini, je suis ingénieure en génie logiciel de formation. Je suis CEO et fondatrice de Steps. J'ai fait des études en cours de soir. Et dès ma 2e année, en fait, j'ai décidé de lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai ouvert Steps. Et aujourd'hui, donc, ça fait 14 ans qu'on existe et nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des process métiers. Et dans le domaine de data mining, on a commencé avec l'exploitation de la data et là, on est très concentré sur l'intelligence artificielle. Et ça fait 3 ans qu'on fait du R&D et qu'on essaie de sortir nos propres produits AI. Alors, c'est-à-dire, je voudrais dire que nos auditeurs, ils ne le savent pas,
Mais pourquoi aujourd'hui il y a Binta et Ameni ensemble dans ce podcast? Parce que les deux, en fait, vous êtes animés par cette volonté d'inclusion des femmes. Ameni était également à la tête du consortium WITIC, donc elle a beaucoup œuvré pour intégrer les femmes dans l'éthique et Binta a beaucoup travaillé sur l'autonomisation des femmes et l'intégration des femmes dans le tissu économique. Et c'est pour cette raison que j'ai eu l'idée de vous réunir les deux aujourd'hui dans ce podcast-là. Et tout le plaisir est pour moi. Pareil. Alors Binta, je voudrais commencer par vous poser la question. À quel moment de votre parcours vous avez pris conscience que voilà, l'expertise individuelle est importante, mais la conscience, enfin l'intelligence collective ou le collectif plus impactant dans la performance? En fait, moi, je pense que je suis une personne dès le début de ma carrière. J'ai toujours travaillé à avoir une vision plus collective et à faire participer les gens dans les projets que je dirigeais à l'époque quand je travaillais dans la coopération internationale. Mais je pense que c'est aussi une facette de ma personnalité. Mais il y a quelques années, j'ai eu à suivre une formation avec le campus AFD sur l'intelligence collective. Donc, en fait, je le faisais en tant que personne, mais j'avais pas de mots. Cette formation m'a permis de comprendre l'importance. Moi, je me disais, oh, ça, c'est un outil qui est très intéressant, surtout dans le domaine dans lequel j'évolue, qui était le domaine du développement. Donc, surtout quand on travaille avec des communautés et quand on travaille avec des femmes. Une fois, j'avais à animer, justement après la formation, un atelier avec l'AFD. On a utilisé l'intelligence collective, par exemple, pour faire valider un plan d'action. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil magique, comme je l'imaginais, qui était puissant dans le domaine du développement. Donc, malgré le fait que nous, on avait l'expertise technique, ce sont les participants qui ont produit les recommandations les plus innovantes et les plus faisables aussi. Alors là, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose qui est là et qui a peut-être, je me dis aussi, ça, c'est quelque chose peut-être qui a toujours existé dans nos sociétés. Mais comme je le disais, il n'y avait pas de mots, comme c'était pas quelque chose de technique. Donc là, c'était vraiment la révélation pour moi et pour Debo. Donc, ce qui fait que nous, dans tout ce qu'on fait, dans tous les ateliers qu'on anime, dans tout le travail, en tout cas qu'on fait au niveau de Debo, on intègre l'intelligence collective pour, comme je le disais, pour aussi transformer et changer les normes sociales. D'accord, merci. Ameni, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où tu t'es rendu compte que la technologie ou un outil ou une plateforme a constitué, voilà, a permis de transformer la dynamique d'un des projets que vous menez? En fait, pour moi, je crois que la dynamique collective, d'abord, c'est une culture. Qu'elle doit être bien incarnée, bien installée au sein de la société, avant de la mise en place d'un process ou des outils. Ça sert à rien d'avoir des outils et personne n'utilise. Du coup, depuis le début de l'ouverture de Steps, on a investi dans les outils, on a investi dans les formations agiles, etc., pour que ça soit en fait une culture. Parce que forcément, si vous êtes une entreprise agile, forcément, vous aurez la dynamique collective dans les cérémonies de daily stand-up, de rétrospective, où tous les collaborateurs ont une voix et peuvent donner donc du feedback, être impliqués dans les process, les sprints, se corriger des fautes du sprint d'avant. Donc nous, on a installé dès le début, on a investi dans la suite Atlassian de Jira. Donc pour la gestion. C'est-à-dire? En fait, Jira, c'est un outil pour la gestion de projet. C'est une
très grande maison qui s'appelle Atlassian, qui a beaucoup de produits. Il y a les produits pour gestion de projet, il y a les produits pour monter une documentation de base de connaissances, il y a d'autres outils pour le versionning du code, etc. Donc, nous, on a investi dans toute cette suite-là, mis à part donc la culture des collaborateurs. Et d'ailleurs, en fait, Confluence, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un outil gratuit à un certain niveau donc, de nombre d'utilisateurs, bien évidemment, qui permet d'avoir tout l'historique, que ce soit de la société, métier, des projets, des sprints, si par exemple on a eu un problème dans n'importe quel projet, on peut donc documenter, et lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur, il va commencer de lire ce qui a été fait par ses anciens camarades. Donc petit à petit, on trouve qu'on est en train de bâtir une mémoire vivante de l'entreprise et qui favorise en fait, qui permet que le collaborateur ait plus de liberté de donner son avis, de donner son feedback, d'alimenter, de mettre sa touche aussi dans cette documentation. Donc, ce qui favorise le management horizontal. Donc, il n'attend pas en fait que son N+1 lui donne qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qu'il soit juste exécutant. Donc, il va être patron de lui-même et c'est là où on trouve la différence entre un collaborateur impliqué et un collaborateur qui fait juste ses heures de travail et qui rentre chez lui. Et ça permet au manager d'être beaucoup plus autonome. Autonome voilà, et il aura beaucoup plus de temps à ramener de l'argent. Exactement. Exactement. Alors, concrètement, voilà. Oui, là maintenant, c'est-à-dire que vous avez qu'à donner l'exemple qu'à l'outil. Et vous, Binta, quelle est votre démarche pour mettre en place cette culture d'organisation qui favorise l'intelligence collective? En fait, il faut savoir que Debo Consulting est composé majoritairement de femmes et il y a un homme. Et après aussi, c'est une organisation qui est multigénérationnelle aussi. Donc, dans le staff, nous avons des jeunes, des moins jeunes. Et ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est nous, on a développé tout ce qui est écoute active. Donc, on a appelé ça une écologie de l'écoute. Donc, au sein de Debo Consulting, toutes les idées sont les bienvenues. Donc, les jeunes, les seniors, ils peuvent partager leurs idées et aussi sans se sentir moqués ou sans sentir que leurs idées ne sont pas pertinentes. Donc, par exemple, je donne un exemple. Nous, étant un cabinet, on répond beaucoup à des appels d'offres. Donc, pendant ce processus, par exemple, on travaille beaucoup sur tout ce qui est brainstorming. Donc, voilà. Et après, chaque collaborateur, le document, en fait, chaque collaborateur intègre son expertise, sa vision sur le document. D'accord. Donc, ce qui fait que nous, quand on répond à un appel d'offres avec différentes expertises, en tout cas les expertises qui sont concernées, chaque personne apporte une touche à l'édifice pour construire quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose, en tout cas chez nous, qu'on essaie de développer beaucoup. On a aussi des jeunes stagiaires qu'on a chez nous. Donc, l'idée aussi, c'est de leur transmettre ça. Que ces jeunes-là aussi se sentent valorisés et sentent que même s'ils ne travaillent pas après pour Debo Consulting, en tout cas qu'ils aient assez confiance en soi pour pouvoir continuer leur parcours ailleurs avec cette vision collective. Non. Et ce qu'on essaye aussi, nous on travaille beaucoup avec les communautés. Donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, on est en train de développer un outil qui s'appelle Debo Collect, qui est un outil de IA de manière participative et en utilisant les langues, en intégrant les langues locales, afin de renforcer l'inclusion des communautés, surtout des femmes qui sont le plus souvent marginalisées. D'accord. Donc, voilà. D'accord, merci.
En fait, ma question, c'était est-ce que vous avez été approché par des clients ou des bénéficiaires pour mettre en place une approche, par exemple, de collectif ou d'intelligence collective? Est-ce que vous avez appuyé des organisations en ça? Mm, tout à fait. En fait, nous, comme je l'ai dit au début, nous, on travaille avec l'intelligence dans tout le catalogue de Debo Consulting, de services. On a intégré des ateliers participatifs Mhm. d'intelligence collective. Donc, nous, qu'il y ait une demande du client ou pas, à notre niveau, on finit toujours Par le faire. par le faire. Est-ce qu'il Mhm. y a une méthodologie particulière ou vous faites que du cas par cas? Non, on ne fait pas du cas par cas. Nous, dans notre méthodologie, comme je le disais, générale, au niveau des book consulting, on le fait à tout. Pas que ça soit, même quand on fait des études, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre partout. D'accord, Donc, voilà. Nous, c'est quelque chose déjà qu'on offre et, et qu'on propose aux différents clients. d'accord, très bien. Mhm. Moi, je pense que la technologie rend les personnes plus productives et plus rapides, mais ne remplace jamais l'intelligence humaine, parce que l'intelligence humaine n'est pas seulement basée sur des facts ou des facteurs mathématiques ou réels. Elle est basée aussi sur l'intuition, l'émotion, l'expérience réelle sur terrain. Et moi, j'y crois beaucoup en business qu'il faut mélanger, il faut faire appel à son intuition et émotion et ne pas seulement prendre des décisions basées sur un dashboard, juste sur des chiffres et tout. Donc, je pense que la technologie, c'est un amplificateur plutôt de ce que les personnes font et veulent faire. Mais jamais elle sera meilleure qu'une discussion collective, d'une décision prise par un groupe avec des personnes d'âge différents, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on se base sur l'AI. Ça sera bête de dire que non, donc la technologie, on ne l'utilise pas. Non, elle est là pour nous aider, pour aider le quotidien, pour faciliter le quotidien, pour faire les tâches répétitives qui nous fait perdre du temps. Mais quand il s'agit de la créativité, jamais elle sera plus créative que l'être humain. D'accord. Mais c'est-à-dire si on essaie d'être un petit peu plus concret dans ce que vous faites dans le Business Day, qu'aujourd'hui, où se manifeste la créativité de votre équipe, où vous demandez, vous, qu'il y ait la créativité eu égard à l'utilisation de l'IA? Oui, en fait, aujourd'hui, notre business, c'est de faire la transformation digitale des process métiers. C'est-à-dire, le client arrive, il te parle de son quotidien. Voilà, je fais ça dans ma journée. Comment je peux digitaliser ça? C'est là où la place value de l'équipe, avec les réunions, avec le brainstorming, comment on va résoudre ce problème. Donc, on a un problème qu'il faut trouver une solution. Là, il ne peut pas faire ça, en fait. Elle peut t'aider à exécuter la solution où tu lui donnes la piste, peut-être. Elle peut te faire gagner du temps. Mais pour résoudre un problème au quotidien avec le client, comment ils sont, la lourdeur peut-être de ces tâches ou la complexité de ces tâches, il y a en fait une compréhension plus fine du contexte que l'AI ou la technologie ne peut pas le faire. Il faut passer par l'étape humaine, il faut faire les réunions, il faut se baser sur l'esprit et la créativité des personnes, de l'équipe et entendre donc chaque feedback de chaque personne avec son historique des projets réussis et moins réussis. C'est comme ça qu'on fait grandir en fait notre knowledge base. Et après, on passe en fait à l'AI, on l'utilise comme un outil pour la production, pour effectivement bâtir et construire cette solution et voilà, donner la meilleure version au client. Mais on peut pas en fait juste utiliser ChatGPT, on lui dit voilà, fais-moi un outil ou bien un ERP qui fait telle chose. Il y a toujours de la personnalisation et le client, s'il veut en fait acheter un truc prêt, il va pas sonner à notre porte. Donc, il y a plein d'outils sur Internet qui sont gratuits, mais s'il demande et qu'il est prêt à investir, c'est qu'il a besoin d'un peu plus qu'un ordinateur
peut lui offrir. Faut lui offrir, tout à fait. Et Binta, est-ce que vous voulez réagir à la question, enfin, un petit peu, Oui. où se place la créativité dans votre business day? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amani. Moi, je pense que l'IA ne peut pas remplacer le cerveau. La partie humaine, c'est vrai qu'on a besoin de l'orienter pour avoir une précision que jusqu'à présent, on n'a pas avec l'IA. On sait jamais avec l'évolution. Et je suis plus pour une combinaison des deux. Donc, voilà ce qu'elle dit aussi. Nous, on essaye toujours de faire, en tout cas, l'étape qu'on fait avec les clients aussi, c'est aussi la partie réunion de cadrage, puis qui permet aussi d'identifier les besoins du client et tout ça. Et après, c'est vrai que pour le design de l'atelier ou de l'étude, parfois on fait appel à l'intelligence artificielle, mais il y a toujours un travail humain qui est là et qui est important. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut une combinaison, en tout cas, entre les deux. Pour pouvoir avoir un travail de précision. Et si moi, je voulais juste ajouter une chose, par exemple, moi, je fais partie des gens qui croient que l'intelligence, en tout cas artificielle, c'est vraiment quelque chose en fait, qui est une aubaine pour, en tout cas, pour l'Afrique, pour les entreprises africaines, parce que ça nous permet aussi d'être à un certain niveau que ça fait qu'on demande, en tout cas au niveau international, sur certains aspects. Donc, je pense que ça peut être une aubaine, mais il faudrait pas aussi qu'on laisse de côté aussi la partie humaine et la partie professionnelle, surtout. D'accord, très bien. Et voilà, effectivement, en fait, dans nos entreprises, dans le continent, qui ont généralement des organisations assez verticales, comment on peut mettre, voilà, quel mécanisme on met en place pour qu'on crée de l'espace à ce que tout le monde puisse contribuer et participer à la prise de décision? Il faut reconnaître déjà que les hiérarchies existent, hein. En Afrique, elles touchent beaucoup, surtout les femmes, qui sont les plus souvent invisibilisées. Et Mhm. moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est utiliser des outils d'intelligence collective qui sont anonymes, par exemple. Nous, ce qu'on essaye de faire à notre niveau, en tout cas, pour contourner ces hiérarchies au niveau de Debo Consulting, dans le travail qu'on fait au quotidien, c'est qu'on essaye de se mettre toujours en avant en tant que femme et de se mettre en avant comme étant quelqu'un aussi qui est une apprenante, pas quelqu'un qui vient, qui connaît tout. Donc, la posture qu'on a, c'est que par exemple, quand on anime des ateliers ou le plus souvent, c'est des femmes. En tout cas, la posture qu'on tient, c'est de dire, OK, moi, je suis une femme, je suis là aussi pour apprendre de vous et d'installer la confiance. Et ainsi, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer un espace sécurisant où chacun, en tout cas chaque femme, peut donner son avis sans pour autant, comme je le disais tout à l'heure, sans pour autant se sentir jugée et voilà, donc je pense, et on fait pareil aussi au niveau de l'équipe, mais je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de les contourner. Les briser, ce serait bien, mais on n'en est pas encore là, mais vraiment essayer de les contourner en créant des espaces plus sécurisants pour les femmes. Par exemple, nous, on utilise beaucoup aussi ce qu'on appelle le wall café inversé. Donc, tout ça pour créer ces espaces-là. D'accord. Et quel est le signal qui vous dit que ça fonctionne? Oh, parce que oui, on le voit quand l'atelier il commence et comment tout le monde on voit la réaction des gens au début et ils ont l'air surpris après et on voit par exemple qu'il y a plus de participation, il y a plus de personnes qui donnent leur avis et même si en fait sans pour autant se sentir pertinent. Donc voilà.
Il y a aussi ça. Et après, nous, ce qu'on essaye de faire aussi à la fin de nos ateliers et tout ça, c'est aussi avoir un feedback aussi sur la perception des gens sur ce qu'on a fait. Parfait. Mais est-ce que la data pourrait être un levier en ça? Oui, bien sûr, sans data, en fait, surtout aujourd'hui, toute l'information qu'on a et tout le travail qu'on a, il n'a aucun sens. Mais par contre, il y a 3 axes qu'il faut travailler sur la data. C'est la transparence, l'accessibilité et la communication continue. En fait, la data, si elle date depuis 10 ans, elle meurt. Donc, elle n'est plus utile. Aussi, dans l'esprit toujours de dynamique collective, cette data, pour qu'elle soit un levier puissant, elle doit être bien partagée et bien comprise aussi par toute l'équipe. Voilà, il faut responsabiliser tous les collaborateurs pour qu'un projet ou une entreprise réussisse. Et ça, on ne peut pas le faire sans la transparence des données. Moi, je parle de toutes les données, que ce soit données projet et données entreprise. Voilà, avant de finir, j'ai 2 questions pour vous 2, mesdames. D'abord, est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré ou qui vous inspire dans sa manière d'écouter, dans sa manière de fédérer l'équipe ou les gens qui sont autour d'elle et partager la vision? Oui, allez-y, Emily. D'accord. Moi, je suppose que cette femme-là, elle écoute bien, je ne la connais pas, mais selon ce qu'elle a fait, je suppose qu'elle fédère bien ses équipes et qu'elle est bien à l'écoute. C'est en fait l'architecte Zaha Hadid. Donc, pour moi, c'est une architecte, c'est une entrepreneuse dans un monde et un domaine masculin, comme la tech. Moi, je rassemble beaucoup l'architecture à la technologie, c'est un monde masculin. Et c'est une femme qui a réussi à casser les codes, mais en même temps respecter les codes de l'architecture. Donc, tous les bâtiments qu'elle a bâtis sont totalement différents. Ils persistent jusqu'à aujourd'hui, donc s'ils sont bien faits. Et quand on dit architecture et bâtiment, donc c'est beaucoup de teams différents et des personnes pluridisciplinaires encore et qui peuvent être aussi ramenées de différents pays, différentes cultures. Si elle a pu ramener toutes ces personnes-là pour bâtir ces projets, et c'est que c'est une femme exceptionnelle. Donc, elle m'inspire beaucoup parce que je rassemble, comme j'ai dit, l'architecture à la techno. Nous, pour faire un logiciel, il faut faire un plan, il faut faire la conception, il faut ramener des équipes de différents domaines, des développeurs, des techniciens de cybersécurité, des designers, des design thinkers, etc. pour ramener tous ces teams-là pour bâtir un logiciel qui va durer sur les années et ne sera pas obsolète dans quelques mois. Il faut avoir l'écoute, beaucoup d'écoute et faire participer toutes les parties prenantes, fidéliser effectivement les collaborateurs. Parfait. Et vous, Binta? Oui, moi, ça va faire un peu cliché, mais c'est vraiment ma mère qui m'a transmis un sens profond du collectif. Et en fait, c'est une femme qui fut l'une des premières à avoir obtenu un diplôme de son village. Donc, et qui est partie étudier et devenue l'une des premières femmes infirmières de la Mauritanie. Donc, c'est une femme qui fédère aussi autour de la dignité. C'est une femme qui sait écouter et aussi qui a un sens de résolution des conflits qui est incroyable. Et donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et qui inspire beaucoup mon parcours. Super. Honnêtement, je dirais pas du tout cliché, c'est même de la cohérence. Ce que vous avez dit au début, que vous aviez un petit peu le sens du collectif dans votre nature avant même d'avoir découvert le concept. Donc, ça a tout son sens. Merci. Et pour finir, un message que vous adresserez aux managers, à ceux qui veulent mettre en place, instaurer dans leur organisation le sens du collectif. Je commence par Binta. Oui, moi je pense qu'il faudrait que
d'arrêter de considérer les collectifs comme un supplément d'âme et aller au-delà. Et c'est vraiment une condition de performance. Et aussi, il faudrait investir beaucoup plus dans l'intelligence collective, comme l'a dit Amani aussi, concernant le rôle de chacun dans l'équipe, la parole de chacune dans l'équipe aussi. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui enrichit le management, qui avoir vraiment le collectif dans une équipe, ça enrichit le management, mais pas que ça, et aussi même au niveau des projets. Donc, ça serait aussi prendre du temps, donner du temps au collectif et créer des espaces plus divers aussi. Si vous devez leur conseiller de mettre en place quelque chose, une action rapide à mettre en place d'ici les 2 semaines à venir. Créer un espace. Un D'accord. espace où en tout cas le collectif comment on appelle ça, peut évoluer. La même question, Amani. Moi, en fait, si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est d'investir toujours dans la culture avant de mettre en place les outils. C'est aussi donner l'espace et les moyens aux équipes de se tromper et d'innover, de tester. Et c'est pas toujours passer le temps juste à exécuter. Il faut faire du recul et leur donner de l'espace pour la libération des idées et des esprits. Il faut créer aussi un espace collaborateur quotidien. Je sais pas, des team building, appliquer plus efficacement les cérémonies agiles si vous êtes une entreprise agile. Et ça veut dire quoi, les cérémonies agiles? En fait, dans l'agile, il y a une réunion chaque jour qui s'appelle un daily. Donc, c'est toute l'équipe qui se réunit, on fait le tour de table. Chacun parle de ce qu'il a fait hier, de ce qu'il va faire aujourd'hui, s'il a un blocage ou quelque chose à exprimer. Comme ça, donc, toute l'équipe, elle est au courant. Généralement, c'est par équipe. Chaque équipe agile, elle est indépendante. Après, donc, l'entreprise, elle peut faire plutôt... Nous, on fait, à Steps, on fait un weekly. C'est pas un daily, donc un weekly, c'est vendredi l'après-midi, c'est décontracté, on fait un petit jeu et tout. Et là, on parle de tous les projets, de ce qu'on a fait. Et donc, chaque équipe, elle est au courant de l'autre équipe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Mais par contre, au sein de la même équipe, pour favoriser une communication plus fluide et non seulement derrière des écrans, donc on fait 10 minutes, voilà, on parle de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on en ligne. Que si on est en remote, sinon c'est physique, c'est un stand-up. Donc, que ce soit dans nos bureaux ou bien on part à la salle de réunion. Donc, voilà, on prend un café, généralement, c'est le café du matin. On parle du projet, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si quelqu'un il a rencontré un problème dans ses tâches ou dans ses tickets, donc c'est l'occasion d'en parler. Il y a aussi la cérémonie rétrospective, c'est à la fin du sprint. Donc, chaque projet agile, donc il est décomposé sur des sprints. 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 4 semaines. Donc, à la fin, c'est là où on parle toute l'équipe sur le sprint avant. Et le client, il est présent dans cette cérémonie-là pour voir donc, le livrable de ce bout de chemin. S'il a des commentaires, des choses à régler, on va les prendre en considération dans le prochain. Donc là aussi, c'est une dynamique collective plus élargie avec l'implication du client. Et c'est le moment, voilà, de parler si... il y a une expérience à partager, s'il y a une nouvelle technologie qu'on a touchée, donc c'est le moment qu'on part. Et c'est la démo. Et c'est là où on valorise en fait ce travail collectif parce que chaque collaborateur, il va montrer en fait son travail avec fierté. Et voilà, écouter les bons ou mauvais feedbacks, toujours dans l'esprit de s'améliorer jour après jour. Voilà, donc Parfait. Et ça ne fait que construire des entreprises plus humaines et plus productif. Voilà. Super. Est-ce que vous aurez un mot pour la fin? Je vous remercie beaucoup. Enchantée, Madame Pita. C'était un plaisir de discuter. Et voilà, c'était un plaisir de parler des sujets sociaux d'entreprise et de s'éloigner un peu de la technique. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à Sarah et enchantée aussi à Amani. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Binta. Un plaisir de vous avoir eu les deux aujourd'hui autour de cette belle thématique.
J'espère qu'on a apporté de la valeur à nos auditeurs et on se retrouve dans un nouvel épisode. Merci beaucoup.